Depuis quelques temps, je me pose plein de questions sur l'ultra trail et sur ce qui nous permettrait d'être bon en ultra ou au contraire nous ferait échouer. Je dis bon par rapport à soi, mais pour moi c'est toujours ça l'objectif. Si j'ai un dossard avec une organisation, un chronométrage, c'est pour donner le meilleur de moi-même à ce moment-là. Si j'ai envie de profiter de la montagne, j'ai pas besoin d'un dossard, j'ai juste besoin de mon sac et de mes chaussures. Bon, je commence déjà à divaguer. En fait, ça fait quelques temps que je me demande qu'est-ce qui, sur la longue distance, participe à ce qu'on soit le meilleur possible le jour J. Et au fur et à mesure de mes réflexions, je me rends compte que dans la science et sur le terrain, les avis convergent vers une même conclusion. Pour faire de son mieux en ultra, il faut pas forcément être le plus rapide, mais il faudrait être celui qui ralentit le moins, qui subit le moins au fil des heures qui passent. Je prends l'exemple de la récente publication de Tiller et Guillaume Millet. Leur conclusion, c'est que le facteur numéro 1 de performance en ultra trail, c'est la capacité à résister aux dommages musculaires. Plus orienté sur le terrain, j'ai eu la chance de me voir dévoiler les coulisses du développement de la Cloud Ultra Pro de On. Le message de l'équipe était clair, c'est une chaussure pensée pour gagner l'UTMB et qui a pour but, à son échelle, d'aider un coureur non pas à aller plus vite, mais à ralentir le moins possible au cours d'un ultra comme cette course à Chamonix. Et pendant que je réfléchissais à toutes ces informations qui semblent se recouper, je me rappelais que sur les plus longues distances que j'ai réalisées, surtout en off avec par exemple le GR20 en 2014, ou ce que j'avais appelé les 7 merveilles de Chartreuse en 2023, le plus gros problème que j'avais rencontré, c'était les ampoules. Sur le GR20, ça m'a même empêché de finir la traversée à quelques kilomètres de l'arrivée. Sur l'autre projet, ça m'a fait boiter pendant plusieurs heures. Et même sur l'UTCAM 2024, le 70, pareil, j'ai dû serrer les dents pendant plusieurs heures. Bref, les ampoules, c'est un des facteurs qui nous fait ralentir sur les longues distances. Et si j'ai connu ça alors que la plupart de mes expériences sont sur des distances inférieures à 100 km, j'ose même pas imaginer au-delà. J'avais encore jamais regardé dans la littérature ce qui est discuté sur la préparation des pieds pour prévenir les ampoules et autres désagréments. Je me suis donc dit qu'un épisode spécifique à cette thématique pour comprendre d'où viennent les ampoules par exemple, comment les prévenir, comment les traiter, etc. serait le bienvenu. Et c'est tout ça que je vais vous proposer ici. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day partie 1 sur les ampoules en trail. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast. Suunto, c'est les montres que j'utilise dans mon quotidien, dans mes entraînements et dans mes compétitions, et j'en suis pleinement satisfait. Et pour que le meilleur chrono possible s'affiche sur votre Suunto à la fin de votre objectif, on vous propose de mieux comprendre comment prévenir les ampoules en trail. Déjà pour commencer cet épisode, je me suis un peu intéressé à la popularité du trail et de l'ultra, à savoir est-ce que en fait c'est des disciplines qui sont pas trop pratiquées ou est-ce qu'on est beaucoup à pratiquer ces courses-là. Et en fait, là, on peut voir que quand on regarde un petit peu les chiffres, la popularité de ces courses, de cette pratique, elle est croissante depuis plusieurs années. J'ai calculé le nombre de participants avec l'organisation ITRA et il référence 1 834 840 profils. C'est-à-dire 1 834 840 personnes qui ont un compte ITRA et qui ont participé à au moins une course référencée par ITRA. Alors, ok, il existe des doublons, mais quand même, ça fait beaucoup de monde. Et il existe des doublons, mais il existe également des pratiquants qui font pas de course. Donc en fait, ce chiffre-là, il est peut-être même sous-évalué. Donc bref, ça fait du monde. Et comme toutes les pratiques sportives, les courses, elles viennent avec leur lot d'exigences sur le physique des athlètes. Les longues distances qu'on parcourt, les dénivelés, les terrains variés, les terrains techniques, etc. Ils imposent des contraintes qui sont importantes. Et du coup, les contraintes, elles peuvent amener à des blessures qui sont des fois même, selon les distances ou selon les courses, quasiment inévitables. De mémoire, sur un marathon des sables, c'est quasiment 100% de chance d'avoir des ampoules. Donc quand je dis inévitable, des fois c'est vraiment inévitable. J'ai le sentiment que prévenir ces blessures ou ces désagréments, ça représente un enjeu majeur pour la santé, mais également pour la performance des coureurs et des coureuses. Et parmi les blessures, on en retrouve de différents types. Il y en a qu'on appelle traumatiques, qui seront par exemple au niveau musculo-squelettique, comme des entorses. Il y a également celles qu'on appelle d'utilisation ou de surutilisation, comme les tendinopathies, mais qui sont également dans la catégorie musculo-squelettique. Il y a aussi les blessures cutanées, comme les ampoules aux pieds, qui sont sous-estimées mais qui ont pourtant un impact considérable. Bref, il y a plein de types de blessures possibles. Et pour les ampoules, malgré leur apparence qui est bénigne, elles peuvent en fait altérer significativement la capacité du coureur à maintenir une allure. Elles peuvent influencer négativement la biomécanique de course et même parfois conduire à l'abandon, particulièrement sur les épreuves longues ou par étapes. On va en reparler juste après. Dans cet épisode, je vous propose donc qu'on se focalise sur ces lésions cutanées qui sont fréquentes mais encore insuffisamment prises en compte. On va s'appuyer sur des données scientifiques, récentes ou non, pour aller chercher à mieux comprendre la prévalence, les mécanismes de formation
prévention et les stratégies efficaces pour prévenir et traiter les ampoules, afin de vous aider, trailer et trailer, pour optimiser votre préparation, mais également savoir bien réagir pendant une course si jamais ce type de désagrément apparaît. Déjà, pour faire un état des lieux, je vous propose qu'on se concentre sur les blessures qui apparaissent en course, pendant une épreuve, parce qu'il n'y a pas trop d'épidémiologie des blessures qui arrivent à l'entraînement, encore qu'il y en a quelques-unes, mais il y a plusieurs courses qui ont fait le travail et publications qui ont fait le travail en partenariat avec des courses de répertorier les blessures que les équipes médicales rencontrent le plus souvent pour faire un état des lieux de ce qu'on voit pendant les courses. En course, il semblerait que les blessures les plus courantes chez les trailers et ultra-trailers sont de nature musculo-squelettique, suivies de très près par les problèmes cutanés. En 2024, à Zapata Rodrigo et collaborateurs ont profité des championnats du monde de trail running 2023 à Innsbruck pour mener une étude sur la distribution des blessures en trail. Pour ça, ils se sont appuyés sur les rapports médicaux de 280 coureurs qui ont été traités sur place, dont 147 hommes et 133 femmes. Et donc l'analyse finale, elle porte sur un total de 354 blessures ou pathologies médicales recensées. Leurs résultats y mettent en évidence une forte prévalence des blessures localisées au niveau du pied, 47%, et ces dernières se placent devant les blessures au niveau de la cheville, 12%, et au genou, 12% également. Contrairement à d'autres études, ces auteurs y distinguent les blessures cutanées mécaniques, comme les ampoules, les lacérations, l'abrasion, qui sont dominantes dans cette zone, et ils soulignent que les blessures touchent principalement les systèmes tégumentaires, 57%, et musculo-squelettiques. Le système tégumentaire, c'est tous les tissus qui sont situés à l'interface du milieu intérieur de l'organisme et du milieu extérieur d'un organisme. Par exemple, la peau, c'est un système tégumentaire. Selon eux, la majorité des lésions cutanées sont dues à des facteurs mécaniques, comme la friction ou des brûlures par frottement lors de la chute et qui sont aggravées par l'humidité des chaussettes, la chaleur à l'intérieur de la chaussure ou la durée prolongée de l'effort. Enfin, ces auteurs, ils insistent sur le fait que les blessures des pieds, bien que souvent perçues comme mineures ou pas très graves, représentent en fait une part importante des prises en charge médicales sur les courses. Selon eux, les ampoules constitueraient un vrai défi en matière de prévention dans les épreuves de trail long et d'ultra. Et cette prévalence de blessures, elle a été confirmée dans d'autres études. Par exemple, celle de Warwick et al. Publiée en 2019 s'intéresse spécifiquement aux blessures rencontrées pendant des ultras. Elle repose sur des données qui ont été récoltées dans le cadre d'un programme de surveillance médicale de la Western States Endurance Run et qui s'est écoulé sur plusieurs années. Ce type de programme, il a permis aux auteurs de s'intéresser, de récupérer les données de 1635 participants. Donc c'est énorme comme base de données. Leurs résultats, ils révèlent que les 3 principales causes de blessures ayant nécessité des soins médicaux sont les lésions cutanées de friction, donc principalement les ampoules, 15% des consultations, les douleurs au genou, 24% des consultations, et les syndromes du tractus iliotibial, donc le TFL, 15,8%, c'est-à-dire quasiment autant que les blessures de type ampoule. Donc les lésions de friction sont le 3e motif le plus fréquent de prise en charge médicale sur des courses d'ultra-trail, juste derrière certaines pathologies musculo-squelettiques. L'étude, elle précise également que ces blessures, en particulier les ampoules, peuvent devenir rapidement incapacitantes sur les longues distances. En fait, il y a un effet cascade avec les ampoules. En tout cas, c'est ce que ces auteurs discutent. Elles provoquent des altérations de la foulée. Si vous avez une ampoule quelque part, vous risquez de changer votre foulée. C'est ce qu'on appelle une biomécanique compensatoire. Et cette biomécanique compensatoire, elle peut contribuer à son tour à l'apparition secondaire de douleurs articulaires à cause de la compensation. Donc, dans certains cas, les ampoules, elles sont directement à l'origine de l'abandon. Et dans d'autres cas, elles y contribuent fortement en conjonction avec la fatigue ou d'autres douleurs parce qu'elles vont déclencher un changement de la biomécanique qui, lui, va déclencher des douleurs musculo-squelettiques, des blessures qui peuvent pousser à l'abandon. L'importance des lésions de friction, donc des ampoules, elle a été confirmée dans l'étude de Chireal en 2021 aussi, qui s'appuie sur les données médicales collectées pendant un autre ultra-trail. Sur les 795 consultations médicales enregistrées, 58% concernaient des ampoules ou des lésions cutanées similaires, ce qui en fait la cause mineure la plus fréquente de recours aux soins. Ce que les auteurs appellent cause mineure, c'était une cause de consultation qui ne poussait pas à l'abandon. Mais lorsqu'on s'intéresse aux motifs de consultation classés comme majeurs, c'est-à-dire ceux qui, eux, avaient un impact fonctionnel fort, voire poussé à l'abandon, les ampoules, elles restaient en tête. Elles représentaient 16% des motifs de consultation majeurs, loin devant les douleurs musculaires, 9%, devant les infections, 9%, et devant les troubles gastro-intestinaux, 7%. En fait, il n'y en a pas tant que ça des troubles gastro-intestinaux. Autrement dit, les ampoules, elles sont à la fois fréquentes et invalidantes, et elles commencent souvent comme un simple inconfort, mais elles évoluent rapidement vers des lésions douloureuses et infectieuses qui peuvent compromettre la poursuite de l'effort. En contexte d'ultra, leur banalisation, c'est pour moi une erreur, en tout cas à mon sens, car elles peuvent devenir un facteur d'abandon, comme je vous l'ai dit, soit directement parce que l'ampoule va se dégrader, soit indirectement parce qu'elles vont générer d'autres douleurs à d'autres endroits à cause d'un changement dans la biomécanique des coureurs.
Alors par contre, il faut pas oublier un autre problème cutané qui est régulier, ce qu'on appelle les irritations cutanées. Elles concernent généralement les zones de plis, de frottements répétés, comme les aines, les mamelons, les aisselles ou l'intérieur des cuisses. Lors de l'Al Andalus Ultra Trail 2010, une course de 220 km sur 5 jours dans le sud de l'Espagne avec des températures qui peuvent aller jusqu'à 37 degrés, Scheer et Murray, en 2011, ils ont documenté tous les problèmes médicaux rencontrés sur les 69 participants qui participaient à cette épreuve. Au total, ces auteurs y référencent 99 consultations médicales qui ont été recensées, donc 9 liées au chafing, donc c'est ces douleurs, c'est ces irritations au niveau cutané. Et ces dernières, elles survenaient principalement au niveau de l'aine, une zone particulièrement exposée aux frottements répétés et à l'humidité, mais elles n'étaient pas directement responsables d'abandon. Cependant, elles peuvent générer des douleurs croissantes qui vont compromettre le confort et l'efficacité gestuelle et évoluer vers des lésions abrasives, voire infectieuses, en l'absence de traitement adapté. Dans leur étude, ils soulignent également que la survenue de ces irritations était favorisée par les conditions environnementales extrêmes, en particulier la chaleur, le port prolongé de vêtements humides et l'accumulation de sueur. Et c'est le bon moment pour vous parler de Wise, partenaire de la saison 2 du podcast Courir Mieux. Wise, c'est une équipe de passionnés de trail, de montagne et d'ultra qui développe du matériel pensé pour et par les pratiquants et ils proposent des produits performants, confortables, durables et éco-conçus pour que n'importe quelle pièce de l'équipement soit un allié à la performance, autant en montagne et non pas un frein. L'accumulation de sueur dans un textile, ça peut générer des irritations cutanées et c'est entre autres pour ça que la plupart de leurs vêtements sont ultra respirants. Si je prends l'exemple du t-shirt ultra que j'adore, il est conçu avec un tissu Everdry qui sèche très rapidement et il propose une haute perméabilité à l'air. C'est typiquement le genre de produit que j'apprécie porter même quand il fait chaud et que la transpiration devient malheureusement abondante. Pour le découvrir, ce t-shirt ultra, je vous renvoie au lien présent en description de l'épisode et maintenant revenons à la prévention des ampoules. Personnellement, j'ai un peu le sentiment que les ampoules sont sous-estimées en trail. Les données récentes montrent que pourtant elles sont fréquentes. Par exemple, il y a un essai multicentrique qui est mené sur 4 ultramarathons par étape de 250 km. Et c'est le travail de Lipman et al. En 2016. Il rapporte que 83% des participants ont développé au moins une ampoule au cours de l'épreuve. Des chiffres similaires avaient été retrouvés dans l'étude de Scheer et al. En 2014, avec 76% des coureurs qui étaient affectés dès le 4e jour d'un ultra par étape de 220 km. Mais c'est pas qu'un problème d'ultra à étape. Sur des formats plus courts, la prévalence reste élevée. Par exemple, 51% des finishers de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, l'UTCAM, que j'affectionne particulièrement et qui fait 156 km, ont aussi présenté au moins une ampoule à l'arrivée. Ça, c'est les travaux de Damoisy et al. En 2023. De plus, Zapata Rodrigo et al. En 2024 rappellent aussi que les modèles de classification traditionnels des blessures sous-estiment leur impact réel. Le problème que je vous ai dit de blessure d'abandon à cause d'un problème direct ou à cause d'une conséquence indirecte, en fait, ils en parlent déjà, les auteurs. Par exemple, une ampoule peut ne pas provoquer d'abandon immédiat, mais altérer la foulée et induire des compensations et finir par générer une inflammation du TFL. Mais en fait, dans ce cas-là, les études, elles classifient le DNF comme cause de la blessure musculo-squelettique, alors qu'en fait, elle devrait être dans la catégorie lésion cutanée, qui est à l'origine du trouble musculo-squelettique. Donc bref, peut-être aussi que mon expérience personnelle biaise mon évaluation de l'importance des ampoules. Quoi qu'il en soit, mieux les comprendre et mieux connaître comment y réagir, c'est savoir prévenir ces désagréments. Et je vous propose qu'on parle de ça. Déjà, d'où ça vient une ampoule? Donc une ampoule ou un flickten, dans le langage médical, c'est une lésion cutanée bénigne, mais handicapante. Elle se caractérise par l'accumulation de fluide séreux entre les couches superficielles de la peau, généralement entre l'épiderme et le derme au niveau de la jonction dermo-épidermique. Ce liquide est clair, c'est pas un simple signe de blessure, il a un rôle protecteur en fait. Il forme un coussin temporaire qui limite les agressions supplémentaires et est censé favoriser la cicatrisation. Le toit de l'ampoule, c'est-à-dire la couche épidermique restée en place au-dessus de la bulle de liquide, il joue un rôle essentiel, alors qu'on a souvent envie de l'enlever. Il protège les tissus sous-jacents en réduisant le risque d'infection et en limitant la douleur. Si ce toit il est arraché ou percé de manière inadéquate, la peau en fait elle est mise à nu et elle devient une zone sensible, douloureuse, sujette à des complications comme des infections, des surinfections, voire une plaie chronique. Sur le plan physiopathologique, l'ampoule elle résulte d'un processus d'inflammation qui est localisé. Il est déclenché par un stress mécanique répété et ce stress crée une micro-rupture de la jonction entre les couches cutanées, micro-jonction qui est suivie d'une réponse inflammatoire et d'une exsudation de plasma, le fameux liquide qui est dans l'ampoule. Donc une ampoule, c'est une rupture de l'homéostasie tissulaire des tissus, du derme, de l'épiderme suite à des contraintes. Alors précisément, la formation d'une ampoule, elle résulte pas simplement d'un frottement superficiel, mais en fait elle résulte, si on veut être précis, de l'action conjointe de plusieurs forces biomécaniques qu'on appelle de cisaillement entre différentes couches de la peau. Différentes parties de la peau sont cisaillées, en partie à cause du frottement, mais pas que.
Lorsque le pied il est soumis à des mouvements répétés dans la chaussure, les couches épidermiques externes, donc la peau, elles vont adhérer par exemple à la chaussette ou à la semelle du pied. Alors que les structures plus profondes, les couches de peau plus basses, les muscles et les os, poursuivent leur trajectoire. Et ça va créer ce que des auteurs appellent une dissociation des mouvements tissulaires. Il y a certains tissus qui bougent dans une direction et d'autres tissus qui bougent dans une autre direction. Et cette dissociation engendre des forces de cisaillement qui provoquent la rupture de la jonction dermo-épidermique et la formation d'un espace, d'une cavité dans lequel s'accumule du liquide séreux. On a face à nous, du coup, la fameuse ampoule. Précisément, selon Rushton et Ricci en 2024, qui ont fait une super revue de littérature sur le sujet des ampoules, il y a 5 facteurs principaux qui contribuent à ce processus. Le premier, c'est la friction. La friction permet à l'épiderme d'adhérer à la surface externe, la chaussette, la chaussure, en amplifiant les contraintes internes. Le deuxième, c'est la pression. Elle agit en synergie avec le cisaillement et favorise la déformation des tissus. La troisième, c'est l'hydratation de la peau. Une peau humide devient plus vulnérable aux déformations mécaniques parce qu'elle est plus souple. Ensuite, en quatrième, on a les propriétés biomécaniques de la peau. Son élasticité, sa capacité à répartir les forces, sa tolérance au cisaillement favorisent ou au contraire préviennent des ampoules. Avec des gens qui ont une peau plutôt sensible aux ampoules et des personnes qui ont une peau plutôt résistante aux ampoules. Et enfin, on a ce qu'on appelle les mouvements osseux relatifs. Plus le déplacement du squelette sous la peau est important, plus la contrainte sur la peau est élevée. Ces 5 éléments expliquent pourquoi les ampoules apparaissent davantage dans certaines zones, comme les orteils, le talon, la voûte plantaire, et moins dans d'autres zones. L'étude de Lippmann et al. En 2016 sur 128 coureurs montre que 50% des ampoules sont localisées aux orteils et 23% au talon, confirmant que ces zones sont à haut risque sur les pieds. Et ces auteurs, ils insistent sur le fait que leur prévention de ces ampoules doit passer par une approche qu'ils appellent multifactorielle, intégrant à la fois le matériel, les conditions externes, si on peut le contrôler, et les caractéristiques propres à chaque coureur. Si on s'intéresse un peu à l'humidité, à la chaleur, l'environnement intra-chaussure joue un rôle déterminant. En tout cas, c'est ce que montre Krabak et al. En 2014. Il souligne que l'humidité, qu'elle provienne de la transpiration ou d'agents extérieurs comme la pluie, les rivières, de la neige fondue, tout ça, ça ramollit la couche cornée en diminuant la résistance mécanique de la peau et en augmentant sa surface d'adhérence. Tout ça, ça intensifie les contraintes de cisaillement en favorisant la formation d'ampoules, parfois dès les premières heures d'effort. La chaleur intra-chaussure et les variations thermiques contribuent également à cette fragilité cutanée en accentuant la sudation et en modifiant la texture de l'épiderme. Je vous propose qu'on parle un peu des traitements des ampoules et des bonnes pratiques ainsi que des erreurs à éviter. Pour commencer, toutes les ampoules ne doivent pas spécialement être percées. Si la lésion est peu douloureuse, de petite taille, située dans une zone sans pression directe, il est souvent préférable de la laisser intacte l'ampoule. Le toit, entre guillemets, cutané, agit comme une barrière naturelle contre l'extérieur, contre les infections, et donc il vaut mieux parfois conserver ce toit. En revanche, quand l'ampoule est vraiment douloureuse, sous tension ou localisée dans une zone d'appui, par exemple un orteil, un talon, une arche plantaire, le drainage de l'ampoule devient utile, voire nécessaire pour pouvoir continuer à courir. L'article de Krabak et al. En 2014, il propose un guide clinique sur le bon comportement à adopter face à une ampoule chez les coureurs d'ultra-endurance. Selon eux, si l'ampoule est intacte et non douloureuse, il ne faut pas la percer et il suffit de la protéger avec un pansement ou un tape préventif pour éviter son évolution. Si l'ampoule elle est intacte mais douloureuse, il faudrait la percer avec une aiguille stérile après désinfection, en privilégiant une ouverture qu'ils appellent distale, c'est-à-dire le côté exposé à la pression plantaire, pour faciliter l'écoulement pendant qu'il va continuer à avoir de la pression sur la zone. Si l'ampoule est rompue, avec le toit cutané conservé, il vaut mieux la nettoyer avec un antiseptique doux, une solution saline ou de la bétadine, essayer de lisser délicatement le toit et appliquer une couche protectrice non adhérente comme du Telfa, puis recouvrir d'un pansement occlusif. Et enfin, dans le pire des cas, si l'ampoule elle est rompue sans toit cutané, là on est plus exposé aux infections et il faudrait nettoyer soigneusement, appliquer une pommade antibiotique comme la bacitracine et enfin protéger avec une compresse stérile et un bandage non compressif. Les auteurs ils insistent sur l'importance du drainage qu'ils appellent propre, c'est-à-dire que l'usage de ciseaux ou d'instruments non stériles est proscrit. Ils recommandent de faire plusieurs petits orifices plutôt qu'un seul grand afin de limiter le risque de rupture du toit cutané qui sert encore une fois de barrière contre l'infection. Pour Rushton et Ricci, le pansement optimal, on reviendra là-dessus dans la partie 2 avec mes invités, mais pour eux, le pansement optimal pour une ampoule repose sur un principe. Il faut transformer une zone de friction en une zone de glissement. Donc il ne s'agit pas seulement de recouvrir la blessure, mais de détourner les forces mécaniques vers des matériaux qui sont absorbants. Et pour ça, ils proposent un pansement en 3 couches successives, chacun ayant une fonction spécifique.
Il propose d'abord une interface douce, non adhérente, qui sera placée directement sur l'ampoule, et cette couche, elle est essentielle si le toit cutané il est perdu. Ensuite, il propose une couche intermédiaire qui doit couvrir largement la zone lésée, voire déborder sur la peau saine et épouser les reliefs de la peau sans plis. Donc il parle de tape en tissu, de papier médical qui sont recommandés, et les coins doivent être arrondis pour éviter la formation de ce qu'ils appellent des oreilles de chien, source de nouvelles frictions. Et enfin, pour stabiliser l'ensemble, il propose d'utiliser un adhésif élastique comme de l'élasticon qui sera appliqué en périphérie sans engendrer de tension circulaire. L'objectif, c'est de maintenir le pansement sans comprimer le pied afin de ne pas perturber la circulation sanguine ou, encore pire, d'accentuer les frottements et d'avoir de nouvelles ampoules ailleurs. Selon eux, avant application, la peau elle doit être propre, sèche, le pansement il doit pas être changé sauf s'il y a des signes d'humidité, de douleur ou de décollement. Et cette approche elle est un peu technique mais elle permettrait de minimiser les contraintes mécaniques résiduelles, de réduire le risque d'aggravation et de permettre la poursuite de l'effort dans des conditions optimales. Mais si ça c'est dans le cas où l'ampoule elle apparaît pendant une course, on peut surtout se demander comment la prévenir en amont. Alors la première chose ça va être des chaussettes. Les chaussettes elles représentent un levier central dans la prévention des ampoules. Les modèles en fibre synthétique semblent générer significativement moins d'ampoules que les chaussettes en coton. Alors ça c'est dû au fait qu'elles évacuent mieux l'humidité et elles limitent mieux la friction cutanée. Dans leur revue de littérature, Worsingal en 2017 souligne aussi que ce type de chaussettes en fibre synthétique sont associées à une réduction de la prévalence des ampoules lors d'efforts en outdoor, notamment en terrain humide et chaud. Il y a des modèles qui proposent d'aller encore plus loin avec une double épaisseur. Le but, c'est de créer un glissement entre deux couches de textile plutôt qu'entre la peau et la chaussette. Cependant, aujourd'hui, il n'y a pas d'efficacité démontrée dans la littérature, donc c'est peut-être plutôt pour l'instant, en l'absence de preuves plus robustes, à éviter. Rushton et Richie, en 2024, ils précisent que la chaussette participe à créer un environnement qu'ils appellent thermo-hygrométrique stable au contact de la peau. En fait, les matériaux à faible coefficient de friction associés à une évacuation rapide de l'humidité, ils limitent l'accumulation de sueur, donc le ramollissement de la couche cornée, qui est un facteur de fragilisation cutanée. Concernant les chaussures, Warikal en 2019, il rappelle qu'un chaussant inadapté, c'est une cause majeure de blessures type ampoule au pied chez les coureurs. L'élément le plus souvent négligé, c'est l'absence de la prise en compte du gonflement des pieds fréquent au-delà de plusieurs heures d'effort. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans l'épisode sur l'Ultra Trail scientifique de Clécy. Alors il est conseillé de choisir des chaussures avec un volume suffisant à l'avant du pied. Les plus sensibles peuvent aller jusqu'à prendre une demi-pointure en plus que sa taille habituelle. Mais il faut quand même garder à l'esprit que si un chaussage trop serré augmente la pression plantaire, un chaussage trop lâche favorise les mouvements internes, donc les frictions. Sans surprise, les auteurs y soulignent l'importance d'un test terrain du combo chaussette-chaussure avant la course, et ce, sur des durées suffisamment longues pour expérimenter les effets du frottement répété, de la sueur, etc. Leur conclusion, là, elle semble dire qu'il faudra des chaussures ni trop petites, ni trop grandes. Ensuite, parmi les méthodes validées pour réduire la survenue des ampoules, il y a l'application de rubans en papier qu'on appelle de type micropore sur les zones à risque et dont l'application semble être une stratégie efficace et peu coûteuse. Dans un essai clinique randomisé contrôlé mené par Lipmanerl en 2016, 128 coureurs ont été suivis lors de 4 ultramarathons par étape de 250 km dans le désert. La moitié des participants ont appliqué du ruban à papier type micropore sur des zones prédéfinies du pied et l'autre moitié ne bénéficiait d'aucune protection préventive. Les résultats montrent que 60% des zones non protégées ont développé des ampoules, alors que 23% des zones traitées en ont vu se développer. On parle donc d'une réduction de risque de 40%, ce qui est quand même relativement considérable. En fait, le ruban adhésif, il agit principalement en limitant les forces de cisaillement à la surface de la peau. Au lieu que la friction s'exerce entre l'épiderme et la chaussette, elle est déviée sur la surface externe de ce micropore. Par contre, les auteurs ils notent que l'efficacité du taping il dépend de sa mise en œuvre. L'application elle doit être précise, sur une peau propre, sèche. Il ne doit pas y avoir de plis visibles. Les irrégularités elles peuvent créer des points de pression ou de friction. Le maintien de ce type de sparadrap il est facilité par des recouvrements successifs, notamment si les conditions sont humides ou chaudes. Donc cette technique elle est simple, validée sur le terrain. Elle offre un excellent compromis entre efficacité, tolérance et coût. Elle doit faire partie de la stratégie de prévention des coureurs engagés sur des formats longs ou multi-étapes. Par contre, elle demande à être testée pour trouver la meilleure façon de l'appliquer et de le supporter sur une certaine durée. Ensuite, il y a les fameuses lubrifications ou les poudres. Les lubrifiants cutanés, ils visent à réduire le coefficient de friction entre la peau et la chaussette en agissant comme une barrière protectrice. Dans la revue systématique de Worsingal en 2017, ils en parlent de ces lubrifiants cutanés. C'est évoqué comme une stratégie logique. Cependant, ils disent qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude de qualité qui a évalué leur efficacité. Donc ça laisse un flou important sur leur efficacité réelle. Par contre, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup d'athlètes qui trouvent cette stratégie efficace, ce qui nous laisse entendre qu'il y a quand même des chances
chances que la lubrification de la peau, ou en tout cas des zones de friction, soit effectivement une stratégie intéressante. On en reparlera dans la partie 2 de ce Scientific Day d'ailleurs. Mais Rushton et Richie, en 2024, ils expliquent que le problème de ces produits réside dans leur persistance limitée sur la peau, surtout sur les courses longues. Les lubrifiants ou les asséchants, ils sont souvent éliminés par la sueur et les mouvements répétés ou les frottements. Donc ils peuvent s'avérer utiles dans des conditions froides ou sèches ou lors des premières heures de course, alors avant que la transpiration ne compromette leur tenue. Concernant les poudres asséchantes, Worsingal en 2017 rapporte également l'absence d'études contrôlées sur le sujet. Leur action, elle repose principalement sur l'absorption au moins temporaire de l'humidité, ce qui pourrait réduire la macération et la friction. Mais exactement pareil que pour les crèmes, leur efficacité, elle chute quand l'humidité sature le tissu. Donc en résumé, l'utilisation de lubrifiants ou de poudre, elle peut constituer une stratégie d'appoint, ça peut être efficace, à condition de tenir compte de la durée de l'effort et des possibilités surtout de réapplication. Par exemple, grâce à de l'assistance qui nous ramène de la crème sur un ultra trail, et également leur efficacité elle va dépendre des conditions environnementales, humidité, température, intensité de la transpiration. Aujourd'hui, leur efficacité elle reste moins documentée. Une autre stratégie efficace pour prévenir les ampoules repose sur l'adaptation progressive de la peau. Cette adaptation, elle passe notamment par une kératinisation accrue de la couche cornée, c'est-à-dire vulgairement rendre la peau plus résistante. Cette technique populaire, elle est aussi soutenue par Rushton et Richie en 2024, qui insiste sur la nécessité d'un conditionnement mécanique progressif de la peau pour en augmenter sa résistance. Une méthode qui est prometteuse, c'est l'application locale de jus de citron, qui vise à induire un effet tannant de la peau. La publication de Damoisial en 2023 rapportait que sur 223 finishers d'Ultra Trail, 15% des coureurs déclaraient utiliser le citron comme une méthode de prévention des ampoules, bien que sans validation scientifique à ce moment-là. Dans l'essai contrôlé randomisé que cette même équipe a réalisé plus tard, en 2024, 15 coureurs ont appliqué quotidiennement du jus de citron pendant 28 jours avant un trail sur un seul pied, qu'ils ont appelé le pied citron, l'autre pied servant de contrôle. Et le résultat, il rapporte une moyenne de 2 ampoules sur les pieds citron contre 10 ampoules sur les pieds contrôle, suggérant une certaine efficacité de cette méthode. Pour les auteurs, un protocole plus court, par exemple 2 semaines, serait probablement mieux accepté, parce que 3 semaines dans le quotidien, ça peut être contraignant. Et des études complémentaires restent souhaitables pour mieux comprendre les effets cutanés de l'acide citrique. En tout cas, c'est ce que eux disent. Et on approche de la fin de ce Scientific Day partie 1, mais je vous propose, avant de conclure, de faire un crochet par la rubrique Gollum met la lumière sur. Gollum, c'est un équipementier spécialisé dans les frontales d'outdoor et c'est également le partenaire de cette saison 2 du podcast Courir Mieux. Et chaque semaine, avec Gollum, on vous propose de répondre à une ou plusieurs questions que vous nous suggérez sur Instagram. Donc pour participer à cette rubrique, il suffit de poser vos questions en suivant l'Instagram de Gollum et l'Instagram de Courir Mieux. Et cette semaine, j'ai sélectionné une question que je trouvais particulièrement intéressante et que j'ai pas abordée dans le début de l'épisode, c'est est-ce que la vitesse de course, elle influence le risque des ampoules? En gros, est-ce que j'ai autant de risques d'ampoules sur des formats courts de trail, par exemple 20 km à fond, que sur des formats ultra trail? Alors pour répondre à cette question, je trouve intéressant de revenir sur ce que Rushton et Richie écrivent. Je cite, ils marquent qu'un des facteurs de formation des ampoules, c'est les mouvements osseux relatifs. Plus le déplacement du squelette sous-jacent est important, plus la contrainte sur la peau est élevée. Donc on peut se poser la question de qu'est-ce qui va amener un déplacement osseux relatif, un déplacement du squelette sous-jacent important. Et pour moi, il y a du coup, dans la question, il y a un premier élément de réponse, mais il y en a un autre que la question ne soulève pas, mais qui me semble intéressant à aborder. Le premier élément, ça va être la vitesse, évidemment. Au plus vous allez courir vite, au plus au moment de l'impact au sol, votre squelette étant lancé à une certaine vitesse, va avoir un certain mouvement dans une certaine direction, avec la force que vous imposez à cause de la vitesse, et donc au plus le mouvement relatif va être important. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire qu'au minimum, les courses où il va y avoir beaucoup de vitesse, je ne sais pas si elles sont plus à risque que l'ultra trail, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont à risque d'ampoule et d'apparition de ce type de problématique. Elles seront peut-être pas vecteurs d'abandon, parce que peut-être que sur 20 km, on va être capable de tolérer une certaine douleur à cause d'une ampoule, mais ce qui est sûr, c'est que la vitesse de course qu'on va avoir sur ce type de format, elle va favoriser l'apparition d'ampoules. Mais il y a un autre point qui me semble intéressant à soulever en rapport avec la question, ça va être la foulée. Si on prend des personnes qui courent avec par exemple 140 pas par minute versus quelqu'un qui courait avec 180 pas par minute, l'amplitude des pas étant plus grande, ça va engendrer des mouvements osseux relatifs plus importants à l'impact. Et donc, on peut faire l'hypothèse, j'ai rien vu dans la littérature sur le sujet, mais ça me semble cohérent avec les propos de Rushton et Richie, de penser que ça va être une réalité. Il est crédible de penser que les personnes qui ont des grandes foulées imposent à leur système des mouvements osseux relatifs plus élevés lors de l'impact au sol, et donc
que ces personnes-là sont plus à risque de formation d'ampoules, que les personnes qui ont des foulées avec plus de fréquence, qui font plus de pas par minute. Donc je pense que la foulée également, elle va avoir un rôle dans l'apparition des blessures. Et la dernière chose que je voudrais aborder pour répondre à cette question de la rubrique Gollum, c'est en fait la capacité musculaire. Si je reprends un petit peu les propos qui viennent de l'étude de Tiller et Millier en 2024, alors ils parlent pas des ampoules, mais néanmoins ils expliquent bien qu'au bout d'un moment, si on n'a pas la capacité musculaire à tolérer une certaine quantité de charge excentrique, on va perdre en capacité à contrôler notre foulée, on va plus subir. Et pour moi, quand on parle de subir, une première chose qui va se répercuter, en tout cas c'est mon expérience qui va se répercuter, que je vais voir apparaître lorsque je subis par exemple une descente, ça va être par exemple une foulée un peu plus grande, une foulée moins contrôlée, des impacts au sol plus importants. En fait, un moins bon contrôle des mouvements de mon squelette. Et du coup, je me demande si là aussi, il n'y a pas quelque chose qui pourrait être une hypothèse. Je veux pas dire que c'est une réalité. Je veux dire que c'est un minimum assez crédible pour être une hypothèse robuste. Je pense que si on n'est pas assez préparé, par exemple au niveau musculaire, si on n'est pas assez préparé à encaisser les descentes, on va perdre en capacité à contrôler sa foulée à mesure qu'on descend. Et donc, on peut avoir des mouvements osseux relatifs plus importants parce qu'on contrôle moins, parce qu'on subit plus les descentes. Et on peut se retrouver, si notre musculature ne permet pas de bien encaisser les descentes, on peut se retrouver sur la fin d'une course, sur le milieu d'une course, d'un ultra-trail par exemple, dans une situation où on va avoir des mouvements osseux relatifs plus importants et donc être à risque de formation des ampoules. Alors je ne vais pas dire que faire de la musculation prévient les ampoules, mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une relation entre les capacités de résistance aux contraintes musculaires et l'apparition des ampoules. Si jamais cette réflexion vous intéresse, je vous invite à mettre un commentaire en dessous de cet épisode pour nourrir cette discussion, parce que là, comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur de l'hypothèse. Et je vous propose maintenant de conclure. Les ampoules, c'est en fait loin d'être un simple désagrément dans la pratique du trail et de l'ultra. Les études que j'ai discutées dans cet épisode, elles soulignent d'une part leur prévalence élevée, mais également leur capacité à altérer significativement la performance des coureurs, voire à provoquer l'abandon, que ce soit directement ou indirectement. Et pourtant, ces lésions, j'ai l'impression qu'elles sont souvent sous-estimées, éclipsées par d'autres blessures perçues comme plus graves ou plus fréquentes. Une prévention efficace des ampoules requiert une approche globale, intégrant plusieurs dimensions complémentaires. Tout d'abord, le matériel adapté. On parle de chaussettes techniques et synthétiques et de chaussures suffisamment larges pour accepter le gonflement des pieds lors de longues épreuves. Ensuite, on parle de techniques préventives validées. Par exemple, l'application ciblée de rubans en papier type micropore ou autres pansements préventifs, dont on reparlera dans la partie 2. Ensuite, on parle d'adaptation cutanée progressive par l'exposition régulière aux contraintes mécaniques, c'est-à-dire courir régulièrement sur des volumes d'entraînement importants qui permettent à la peau de s'adapter à ces contraintes mécaniques, d'y être exposée et de s'y adapter. Donc en gros, ça veut dire s'entraîner, et s'entraîner, passer des heures en montagne, si on prépare un ultra-trail, ça va aider à préparer les pieds, ça c'est la première chose, mais éventuellement on peut compléter ça avec l'application de solutions tannantes comme le jus de citron, dont l'efficacité, là qui a été démontrée dans une première étude, semble encourageante, bien qu'à confirmer par des études à plus grande échelle. Enfin, la gestion attentive des ampoules, qu'il s'agisse du drainage préventif ou du pansement adapté, constitue un véritable savoir-faire indispensable aux coureurs d'endurance, mais qui quand même est tellement technique qui relève de l'expertise en fait des podologues. Donc prendre au sérieux ces blessures, qu'elles apparaissent régulièrement sur les courses ou à l'entraînement, ça peut pour moi faire la différence entre terminer une épreuve dans de bonnes conditions ou subir une expérience douloureuse, voire abandonner. En somme, la prise en compte de ces recommandations vont permettre, j'espère, aux trailers et aux ultra-trailers de préserver leur confort, leur performance et par extension le plaisir de courir longtemps et sereinement sur les sentiers, que ce soit avec un dossard ou sans. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode sur la prévention des ampoules en trail. Je remercie For Endurance, partenaire nutrition de la saison 2 du podcast Courir Mieux et qui rend la réalisation de ces épisodes possible. For Endurance, c'est des produits de nutrition sportive que j'ai choisis car leur composition soit alignée avec les recommandations de la littérature scientifique. Ils n'ont pas encore développé d'aide pour prévenir les ampoules, mais vu la vitesse à laquelle ils produisent des dingueries, ça pourrait arriver très bientôt. Par exemple, leur dernière innovation dont je suis fan, c'est la boisson Recovery, formule vegan. C'est une boisson de récup avec des glucides et un peu de protéines, à un ratio 4:1, qui est celui associé à une resynthèse du glycogène efficace. Les protéines sont végétales, donc moi ça me va bien, et l'arôme noisette me plaît beaucoup. Pour découvrir ce produit, rendez-vous au lien présent en description de cet épisode. Je remercie également les 3 autres partenaires de cette saison 2 qui n'existeraient pas sans eux, Gollum, Suunto et Wise. En description, vous trouverez d'ailleurs des codes promo pour la plupart d'entre eux. N'hésitez pas à les utiliser pour vos prochaines commandes. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire et à vous abonner au podcast ou à la chaîne, ça m'aide beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 avec 2 invités spécialistes de la thématique. J'aurai le plaisir de recevoir Olivier Garcin et Quentin Claire-Piton, tous 2 podologues férus de littérature scientifique et forts d'années d'expérience
d'expérience sur le terrain qui m'ont fait le plaisir d'accepter mon invitation pour poursuivre ces échanges et encore mieux comprendre comment préparer ses pieds avant un trail ou un ultra. D'ici là, n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.